Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à carfax.ca. Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde et bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Messieurs, bonjour. Salut à toi. On parlera pas de véhicules rétro cette semaine, Hugues, parce qu'on va parler de technologie dans les véhicules et ça fait peur. On va avoir comme invité Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité et qui va nous faire réaliser qu'on n'est certainement pas seul à bord de notre véhicule, même lorsqu'on pense qu'on l'est. Et pourtant, il n'est pas hanté. Et pourtant, il n'est pas hanté. Bon, il nous est arrivé à maintes reprises de prendre des véhicules médias, par exemple, Louis-Philippe. On emprunte des véhicules chaque semaine auprès des constructeurs. On appareille notre téléphone mobile dans ces véhicules-là et on se rend compte qu'il y a déjà plein d'autres noms, dont le tien des fois, qui est appareillé on se croise, c'est ça. Oui. Alors, il y a du partage d'informations qui est fait à travers le véhicule. Puis on va démystifier... Et beaucoup plus que le véhicule en a besoin. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on va démystifier tout ça un peu avec Steve Waterhouse en deuxième partie d'émission. D'abord, quelques actualités rapides. La Honda Civic a fait énormément jaser parce qu'on arrive pour 2025 avec un modèle hybride, on le sait. On parlait de plusieurs versions hybrides, mais là, on vient d'en dévoiler les prix. Et c'est quand même salé comme facture, là. Il y a quand même... Mais la stratégie d'Honda est intéressante, c'est-à-dire que les modèles d'entrée de gamme vont faire appel aux mécaniques 2 litres de base et ensuite, on élimine le moteur 1.5 turbo pour remplacer ça par l'hybride à partir de la version sport. Oui, bien, les prix de la Honda Civic, ça ne baisse pas à chaque année. On a toujours... La Civic à 15 000 $, elle n'existe plus. Pour 2025, bon, on commence avec la Civic LX, c'est 29 493 $. Ça, c'est la Civic normale. 33 353 $, jusqu'à 33 353 $. C'est une augmentation d'à peu près 650 $ versus 2024, mais on vient de loin quand même avec la Civic. Une Civic de base, enjoliveur de roues, équipement LX, un peu plus standard. LX, c'est 30 000 $. C'est ça. Tu parles de la Civic hybride 2025, le sport hybride, 35 248 $ comme prix de départ, et sport touring hybride à 38 748 $. Donc, on n'a pas encore les prix de la Civic SI en 2025, mais on sait que c'est en ce moment, elle coûte un petit peu moins en ce moment que les prix de la 2024. Donc, on va voir comment que ces deux véhicules-là se comparent, puis comment qu'on a positionné l'hybride dans les prix de la Civic. Mais tout pour dire, comme tu disais en entrée de jeu, c'est pas donné. En même temps, tu regardes les prix de la Civic hybride qui va rouler à du 5 litres au 100. 4.8, 4.9, 5 litres, oui. Versus la Civic actuelle Touring avec un moteur 1.5 turbo qui consomme passablement plus. Ben, passablement plus. Un 2 litres au 100 de plus, assurément. Puis l'écart n'est pas si grand. Donc, autrement dit, la version Touring voit son moteur remplacé avec une petite augmentation de prix, peut-être fidèle à ce qu'on a chez les autres modèles, mais le bénéfice se fait vraiment au niveau de l'hybride, un peu comme on a fait avec le CR-V essentiellement. Oui, essentiellement. Alors, on veut pousser ce véhicule-là. Ben oui, puis on va vouloir multiplier l'offre de modèles hybrides. Puis là, évidemment, on parle de la berline, on n'a pas parlé des modèles hatchback non plus. Non plus. Les prix vont sortir prochainement et ça sera légèrement supérieur forcément parce que ce sont des véhicules fabriqués aux États-Unis, non pas au Canada. On peut peut-être même s'attendre à ce qu'Acura, avec l'Integra, propose prochainement une version hybride. Il n'y aurait rien de plus logique. Il y aurait la technologie qui est là. C'est la même voiture, on le sait déjà. Alors, ça pourrait être quelque chose qui se passerait. Mais je pense qu'on risque d'être impressionné par cette voiture-là parce qu'elle offre la puissance d'une Civic SI, le rendement d'une Civic... hybride qu'on avait au début des années 2000, mais avec la moitié de la puissance puis de la technologie. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de bénéfices à cette version-là,
Mais c'est quand même 36, 37, 38, 39 000 $ pour une Honda Civic. C'est quand même... Mais en même temps, c'est la nouvelle réalité du marché automobile d'aujourd'hui. C'est ça, le marché automobile. Alors, ça ne la rend pas moins intéressante versus certaines rivales. C'est quand même un véhicule qui est compétitif, même si on le trouve dispendieux. Il faudra voir si les taux de financement sont à du 8-9 % après ça, puis comment Honda met de la pression pour les couler. Est-ce qu'on veut, avec ce modèle-là, aller rechercher la position de tête qu'on a eue pendant 28 ans chez Honda comme véhicule le plus vendu à suivre, mais toujours est-il que la Civic hybride va débarquer prochainement. Là, d'ici un mois, ça sera chez les concessionnaires fabriqués à Alliston en Ontario. Autre nouvelle, et ça, c'est pas nécessairement une surprise, mais j'avoue personnellement en être un peu déçu parce que j'aimais bien le produit. C'est la faillite officielle du constructeur automobile Fisker qui a commencé déjà à commercialiser le Fisker Ocean sur le marché canadien. On en croise quelques unités sur la route à de rares occasions. Donc, on en a livré au Canada. Oui. Mais qu'adviendra-t-il de ces véhicules-là? Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce que la faillite est récupérable? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le moment, ils sont, si je ne me trompe pas, ils sont sous la loi de la protection. La protection, Chapter 11, là, qu'on appelle. Là, la compagnie n'est pas fermée. Il y a possibilité de repartir des choses, il y a possibilité de retrouver un repreneur. Bon, c'est sûr que ça augure pas très très bien, mais enfin, pour le moment, la clé n'est pas encore complètement mise sous la porte. Donc, on continue de fabriquer des véhicules au moment où on se parle? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr c'est où est-ce que c'est rendu. On avait réduit beaucoup les prix. On avait parlé la dernière fois qu'on avait parlé de Fisker, les prix il y en avait 35 000 pour certains modèles qui avaient perdu. Aucun bon sens. On ne sait pas ceux qui ont des commandes exactement, qu'est-ce qui se passe avec les véhicules. Les véhicules sont assemblés dans l'usine de Graz, Magnaster de Graz en Autriche, qui est une usine en sous-contractance, si on veut. Même usine qui fabrique la classe G de Mercedes-Benz, par exemple. Et puis, d'ailleurs, Magnaster, c'est une filiale de Magna International, qui est une compagnie canadienne, une compagnie ontarienne. Donc ça a des répercussions jusqu'ici, cette faillite-là, parce qu'on s'est outillé pour être capable de faire assembler ce véhicule-là. Donc on ne sait pas s'il va y avoir peut-être un partenariat ou quelque chose pour livrer les commandes ou continuer à assembler les véhicules. Mais là, c'est pas clair tout à fait à ce moment-là. Parce que c'est un trop bon produit, je pense, pour qu'on le laisse aller. Il y a quelque chose à faire avec ça. Pas juste l'Ocean. Quand on regarde les produits qui se développaient, le pick-up qui avait présenté l'année dernière, j'ai oublié son nom, mais très intéressant aussi, avec vraiment des belles features à l'intérieur. Je trouve ça très très dommage de laisser partir ça, parce que je pense qu'il y a quand même une expertise, il y a quand même des choses qui peuvent être sauvées. Et tu l'as dit, sur le papier, en tout cas moi je ne les ai pas conduits, mais sur le papier ça avait l'air d'être des produits vraiment intéressants. Avec des innovations techniques qu'on n'a pas nécessairement vues ailleurs, l'optimisation des panneaux solaires pour alimenter les accessoires. Le toit solaire. Exactement, les glaces de custode qui se baissent à l'arrière, donc tu peux essentiellement en faire un véhicule quasi décapotable parce que toutes les vitres du véhicule s'ouvrent. Il y a plusieurs, comme tu dis, innovations ou des bonnes idées. Des petits brevets qui peuvent être intéressants pour certaines autres compagnies. Le design était intéressant, il y avait... beau look, beau format aussi, bon prix. Bref, en tout cas, on verra ce qui arrive avec ça. On souhaite qu'il y ait quelqu'un qui reprenne ça et qui... Mais en attendant, je dirais aux gens, peut-être pas acheter ça cette semaine. C'est ça. Ne partez pas en courant chez votre concessionnaire Fisker. Voilà. Ça m'emmerde un peu plus. Une taxe kilométrique pour compenser la taxe de carburant. Alors là, ça voudrait dire que parce qu'on vend un peu moins d'essence alors qu'on vend un peu plus de véhicules électriques, on cherche encore une fois à trouver une façon de taxer l'automobiliste. Et évidemment, celui qui met de l'essence va la payer en double. C'est une suggestion, hein, c'est pas encore... C'est un groupe... c'est pas encore fait. C'est ça, c'est une étude de l'Université de Sherbrooke. Ça ne tente pas d'étudier d'autres choses? C'est une étude de l'Université de Sherbrooke qui se prononce un peu sur la stagnation des revenus sur la taxe de carburant depuis 2010. Puis là, comment on devient dépendant de ces taxes-là au Québec. On sait les taxes de bienvenue, c'est ça tout le problème, là. La taxe sur la vente, etc. C'est devenu... nos paliers de gouvernement deviennent rapidement dépendants de ces taxes-là. Pas parce qu'ils ne servent à rien, mais parce que je trouve que, personnellement, la machine gouvernementale est tellement pesante. Et puis après ça, on ne trouve pas des moyens qu'il y a une pérennité pour les remplacer. Puis là, on est un peu
dans la merde, là, si on veut, puis on veut être capable d'aller chercher cet argent-là, puis les automobilistes sont encore visés à ce moment-là. C'est ça. Au niveau kilométrique, là, ça va être toute une autre paire de manches. Là, c'est le même gouvernement qui dit, en 2035, on passe au 100% électrique, et qui s'aperçoit maintenant, c'est pas une mauvaise intention au départ, on veut réduire la pollution, la dépendance au pétrole, etc., et qui réalise maintenant que, wow, minute, on fait beaucoup d'argent, nous, on finance beaucoup de choses grâce à l'essence. Donc, on essaye d'être vertueux d'un côté et en même temps, on ne se donne pas les moyens de l'être de l'autre côté. Et on n'a pas prévu de se dire, en 2035, les revenus sur l'essence vont être dramatiquement moins importants. Ça va être gigantesque. Et ce que tu disais, ça me fait penser à une histoire que j'avais lue dans la presse il y a très longtemps, où à un moment, la ville de Montréal se plaignait qu'il ne faisait pas assez d'argent avec le stationnement interdit, avec les contraventions. Donc en fait, globalement, quand on y réfléchit, la ville de Montréal se plaignait que les gens n'étaient pas assez civiques. Ouais. Et c'est exactement ça, cette logique-là, c'est de dire, voilà, à un moment, ce qui devrait être de l'argent en plus dans le budget, les contraventions... En fait, il est inclus en début d'année en disant non, on en a besoin et en fait ça compte et on compte même sur l'incivisme des gens pour en arriver là. Et ici c'est la même chose, on veut être plus vertueux que les autres, on veut être vert, mais on compte sur les gens pour qu'ils continuent à dépenser de l'argent dans le pétrole. Je me permets de te dire que la Ville de Montréal a trouvé une solution à son problème. À une certaine époque, tu mettais du change dans le parcomètre ou tu payais avec ta carte le parcomètre. Et si, quand tu quittais, il restait du temps, le prochain utilisateur le voyait et profitait de ce temps que tu avais laissé. Là, c'est plus ça. On paye en double. Alors, si moi, je stationne puis que je paye pour 2 heures et je quitte après 1 heure, la personne qui pourrait profiter de mon heure pour laquelle j'ai déjà payé, elle va la payer en double. Je me souviens, je me donnais mon ticket régulièrement. Le gars qui attendait ma place, je lui dis, tiens, il reste 30 minutes, amuse-toi. Il n'y a plus rien à faire. Sans rentrer dans la politique à travers tout ça, il y a toutes sortes d'enjeux. Oui, contrôle-moi, là. Contrôle-moi, c'est une bonne chose. Attention. Il y a toutes sortes d'enjeux avec une type de taxe comme ça, puis on va en parler tantôt avec M. Waterhouse. C'est la vie privée aussi pour on impose une taxe pour le kilomètre, il faut tracer traquer les gens. Donc, il faut être capable de rentrer un peu dans leur ballon puis de dire, on va regarder où est-ce que vous allez et quand. Puis là, ça devient... Et ça, c'est un de tous les problèmes qui peuvent venir avec ça. Bien sûr. Puis ceux qui vont essayer de calculer le kilométrage au compteur des véhicules, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. À partir de maintenant, je vais reculer avec mon auto. Ça montre. Et voilà. Tu voyais l'arculon. Amenez des solutions. Amenez-en des solutions. Alors, après la pause, on parle avec Steve Waterhouse de cybersécurité dans le monde automobile. Yes. Le guide de l'auto. On reçoit, messieurs, aujourd'hui un expert en cybersécurité. Évidemment, les gens ne pensent pas nécessairement que lorsqu'ils font l'utilisation de leur véhicule automobile ou du véhicule automobile de quelqu'un d'autre, ils partagent énormément d'informations de par la technologie qui va s'y trouver et via le téléphone cellulaire. Ouais. Mais on voulait d'abord parler à Steve Waterhouse parce que il a participé à l'invention d'un nouveau système anti-vol pour automobiles. Et c'est un truc quand même assez important ces jours-ci. On sait qu'il y a beaucoup de vols automobiles chez nous. On en parle tout le temps. On salue d'ailleurs les gens de Toyota Canada. Bonjour Steve, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Antoine, bonjour les messieurs. Bonjour. Alors, il y a ce fameux système qui a été publicisé cette semaine qu'on appelle le Intelligent Kill Switch. Essentiellement, c'est un rupteur de démarrage pour véhicule. Tu as participé à l'élaboration de ce système-là. De quelle façon? Dans la façon que son fonctionnement, nécessairement, a des interactions par la téléphonie cellulaire, le Bluetooth, et pour que le véhicule demeure immobilisé ou qu'il soit autorisé à partir, il y a une application qui est sur un téléphone intelligent. Donc, tout cet aspect-là, logiciel, communication, j'ai pu contribuer à ce que l'équipe, on puisse raffermir les protocoles, s'assurer la façon que va communiquer efficacement et surtout sécuritairement l'appareil avec donc l'immobilisateur, avec les appareils cellulaires, avec la centrale pour l'autorisation ou du moins l'interdiction de déplacement.
De ce que j'ai compris, c'est un dispositif qui, essentiellement, via l'appareil mobile, va permettre de détecter la présence du véhicule et ainsi autoriser son démarrage. Mais on va aussi, via le téléphone cellulaire, être capable de repérer tous les autres véhicules avoisinants qui sont dotés de cette technologie-là, mais qui vont avoir des codes différents. Hein, c'est ça? Ben, c'est surtout par rapport à ce que le propriétaire détient. Je veux dire, ça ne sera pas donc une boussole avec laquelle on détecte tous les véhicules qui ont cet élément-là. Ça serait fou un peu. Mais c'est plutôt le propriétaire, il possède ou une compagnie possède une flotte de camions, une flotte de véhicules avec lesquels il veut protéger le démarrage. Là, à ce moment-là, parce que ça lui appartient, il va le voir. Il va être capable de repérer tous ceux et celles là, qui sont dans sa cour ou bien à proximité. Mais sinon, si c'est vous et moi, là, on n'aura pas ce loisir-là d'être capable de deviner où sont les autres véhicules autour. OK. Comment ça fonctionne, ce système-là? On se procure ça de quelle façon et comment ça fonctionne et en quoi c'est révolutionnaire dans le monde du vol automobile actuellement? M. Poulain, la façon qu'il l'a designé, je veux dire, c'est quand même une électronique fait complètement ici au Québec, complètement locale. Et après coup, il a tout simplement associé que lorsque le démarreur va être pourvu de ce système-là, il ne se branche pas dans le port CAN-BUS du véhicule automobile, comme la majorité des produits qui sont sur le marché. Okay. Alors, c'est complètement indépendant. Et de cette indépendance, ben, il est capable à ce moment-là d'avoir beaucoup plus d'informations quant à sa localisation, la position du véhicule. Est-ce que le véhicule, à ce moment, va faire en sorte qu'il va se déplacer très rapidement ou pas rapidement? Il est-tu penché sur le côté? Par exemple, lorsqu'il se fait remorquer, ben, il va être d'un certain angle, etc. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont quantifiés, qualifiés. Et après coup, ben, ça va informer justement l'application qui sont sur les téléphones intelligents, si ce n'est qu'après ça, ben, appeler directement à la centrale parce que l'électronique à l'intérieur se veut de communiquer en temps réel à une fréquence donnée vers la centrale, laissant savoir si le véhicule, ben, il est toujours autorisé de se déplacer. Sinon, ben, que c'est faire? Le propriétaire peut se faire questionner. Bon, ben, veux-tu arrêter le véhicule, etc. À titre d'exemple, Antoine, ça pourrait être le père qui laisse aller pour la première fois son ado avec le véhicule automobile, puis il est supposé de revenir 11h, puis 11h05, il n'est pas apparu. Ben, le propriétaire du véhicule, à ce moment-là, peut savoir où il est, il peut immobiliser le véhicule, où il est aussi. Ça donne des particularités qu'on peut dire cocasses, mais qu'en même temps, qu'elles vont être très utiles. Donc, le véhicule pourrait quand même se faire voler, mais la seconde étape, ça serait de le géolocaliser avec une technologie qui n'est pas utilisée ailleurs, de par les systèmes comme Domino, comme Tag, là. Oui, mais là, on s'entend, là, quand on dit on fait une géolocalisation par cellulaire, c'est commun à n'importe qui va utiliser cette technologie-là. Okay. Cependant, le démarrage ne sera pas possible, même si mettons le scénario, Antoine, là, si on prend la clé qui va être copiée, qui est le scénario qu'on entend souvent parler dans les dernières années. Ouais. Et nonobstant que cette clé-là va être dupliquée, ben le véhicule, s'il n'a pas reçu l'autorisation par son propriétaire à travers cette fameuse application qu'on parle, ça va rester mort. Steve, si je comprends bien, c'est un peu comme quand on rentre dans nos comptes de réseaux sociaux, de courriel, ce qu'on appelle une autorisation à 2 facteurs, c'est-à-dire on autorise le véhicule, on reçoit par exemple une notification sur l'application, puis on est capable d'autoriser le véhicule, donc ça identifie un peu le conducteur à son véhicule, là, si je comprends bien. C'est un bon résumé, oui, parce que justement, le deuxième facteur, autant que oui, on en entend parler ça fait des années, on l'applique dans notre vie de tous les jours pour des différents comptes qu'on a en ligne, c'est exactement le même principe. Et ça se veut que justement, plus que l'accès au véhicule, l'autorisation d'utiliser le véhicule, je devrais dire, se complexifie, ben plus à ce moment-là, les voleurs potentiels n'iront pas dans cette direction-là. En tout cas, si on parle d'un niveau philosophique, plus c'est compliqué, évidemment, ils vont aller vers le produit, pour pas dire la cible, qui est facile à aller chercher. Alors, c'est dans cette optique-là que les étapes de validation, dont le deuxième facteur d'authentification que vous apportez comme exemple, ben c'est exactement ce qui est recherché, tout autant qu'en même temps de connaître où se trouve le dit véhicule pour être capable de savoir à ce moment-là si c'est une vraie autorisation ou pas. Là. Ce système-là, on se le procure comment? Il est vendu où? Présentement, il n'est pas en vente encore. Okay. M. Poulain termine sa mise en production pour être en mesure, après coup, oui, d'offrir ça sur le marché. Il y a déjà le carnet de commandes qui commence à se remplir par des intérêts, par des grandes organisations. Alors, il faut qu'il ajuste ses flûtes, autrement dit, de ce côté-là, pour être en mesure d'offrir le service le plus rapidement possible lorsqu'il sera
marchandable. D'ici là, je continue à travailler avec les équipes techniques pour être en mesure donc de s'assurer que tous les protocoles, ils sont raffermis. Puis ça va être des revisions en passant que j'aimerais souligner, Antoine, qui vont être à ce moment-là dans le futur, qui vont être refaites fréquemment. Parce que la nature de la technologie, comme on le connaît, ça change, ça évolue. Mais en même temps, les vulnérabilités aussi se trouvent et s'exploitent de plus en plus. Donc, dans cette optique-là, on va faire un travail ensemble de quand même une longue haleine pour être en mesure de garder ça à jour, sécuritaire, pour à mesure qu'on réduise ce fléau-là puis que tout le monde en puisse en bénéficier de nos véhicules. Avant qu'on arrive à notre second sujet, j'aimerais t'entendre sur ton opinion concernant la facilité de voler un véhicule automobile aujourd'hui en 2024. Est-ce que les constructeurs automobiles s'y prennent de la bonne façon ou est-ce que de rendre le vol automobile encore plus difficile, ça pourrait nous amener à un territoire un peu plus dangereux. Donc, parce que la défense d'un constructeur comme Toyota, c'est de dire si on rend les véhicules plus difficiles à voler, les gens vont les voler pareil, mais à la pointe d'une arme. Alors, j'aimerais ça un peu avoir ton opinion à ce sujet-là. Je partage l'observation des constructeurs qui vont dire qu'il faut donner une marge de manœuvre pour éviter qu'il y ait justement davantage de crimes physiques. Cependant, technologiquement parlant, faut pas écarter le fait que les constructeurs automobiles passent toujours par des tiers, autrement dit par des appels d'offres vers des compagnies qui vont faire le système de verrouillage ou d'antivol et après ça, ils l'intègrent au reste du véhicule. Fait que, est-ce qu'ils devraient peut-être revoir les appels d'offres de la façon que c'est fait? Oui, il y a matière à amélioration là-dedans parce que ils sont quand même ceux et celles qui revendent un véhicule. Puis, on en a, vous les connaissez mieux que moi, les listes là, des véhicules les plus populaires à voler. Puis pourtant, c'est des modèles récents avec supposément une technologie d'avant-garde pour être en mesure de prévenir le vol. Puis, ça se fait pareil. Alors, c'est pas une question que c'est en place puis ça se fait pareil. Non. Il y a une manière de le faire et il faudrait qu'ils améliorent ce système-là. Tout autant que depuis 2005, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait la norme canadienne sur les systèmes d'immobilisation et d'antivol, veut dire qu'il a pris de la place au Canada, puis c'est obligatoire que les fabricants l'intègrent. Mais qui est là pour le valider, faire des tests et s'assurer que c'est vraiment quelque chose qui sert à quelque chose et qui est efficace. Malheureusement, il n'y a pas de ces vérifications-là. C'est une chose d'avoir une homologation, mais c'est un peu comme les pneus d'hiver. On peut mettre un logo de pneus d'hiver sur le flanc, puis personne ne va poser de questions. Là. Ça ressemble un peu à ça. Minimum. Exactement. Bon, évidemment, la seconde raison pour laquelle on veut te parler, c'est le partage d'informations dans le monde automobile. L'industrie automobile est un véritable tremplin pour le partage d'informations personnelles. Et aujourd'hui, les gens, on dirait, ne se posent pas de questions à ce sujet-là, ne sont aucunement inquiets, sont très conscients que lorsqu'on parle à proximité de notre appareil mobile, on partage l'information à Apple ou à quelconques entreprises qui vont ensuite nous envoyer de la publicité. Bon, on le sait, il suffit de nommer le mot Chrysler pour que j'ai une publicité de Chrysler dans Facebook dans 3 minutes. Mais un véhicule automobile, c'est un tremplin extraordinaire, là. Et je pense que dès la première étape où on se rend chez le concessionnaire pour se procurer un véhicule, il y a de l'information qu'on partage sans même qu'on le réalise. On a combien de temps, Antoine, pour répondre à ça? Non, mais sérieux, le gars, c'est un sujet qui est quand même très lourd parce que, justement, on part de loin. Et on part de loin, puis les exemples sont très bien que vous avez apportés. C'est là que l'enjeu, puis ça a été renouvelé, cette crainte-là, en septembre l'année dernière par Mozilla, les créateurs de Firefox, le browser, donc le furteur qu'on sert. Ouais. Et ils ont été faire vraiment là, une liste exhaustive de comment la vie privée, elle est gérée chez les concessionnaires automobiles, et ça fait peur et ça fait pitié. Pourquoi? Parce que, ils demandent beaucoup trop d'informations. Autant que les gens veulent évidemment se procurer le dit véhicule qu'ils convoitent, donc sont prêts à donner n'importe quelle information pour être en mesure d'y accéder. Ouais. C'est là qu'est l'enjeu, qu'il faut être un consommateur averti et disant que faut donner le minimum d'informations. Et ils vont toujours, les concessionnaires, dire « il nous faut de l'information pour vous authentifier, vous identifier, etc. » C'est une des raisons pourquoi l'identité numérique pourra venir aider dans un avenir rapproché. Parce que
il y a tellement d'informations personnelles qui ont fui à travers les années que les faux se créent pour être en mesure de commettre des fraudes en imitant évidemment quelqu'un lorsqu'il va acheter un dit véhicule. Par contre, c'est là qu'il faut questionner vraiment comme consommateur averti. Le concessionnaire, le vendeur avec qui on fait affaire, pourquoi vous voulez cette information-là? Ça va aller où? Quelle est votre politique de protection du renseignement personnel? Ouais. Et s'il y a suspicion, vous pouvez toujours porter plainte à la Commission d'accès à l'information. On va dire c'est votre droit avec la loi 25 maintenant en place au Québec. Bon. Moi, je vais donner mon exemple. Là. Je me suis procuré quelques véhicules au cours des dernières années. Et ce que j'ai pu constater, oui, effectivement, il y a d'innombrables formulaires qu'on remplit. Et les premières fois, je n'étais pas nécessairement conscient de toute cette information-là qu'on partage. Et là, j'ai commencé à me faire appeler par Sirius XM Satellite, par OnStar, par un paquet d'entreprises en périphérie du véhicule que j'achète. Je n'ai jamais, moi, autorisé Sirius à m'envoyer des textos, des lettres par la poste, à me téléphoner à la maison, à m'envoyer des courriels. C'est du harcèlement professionnel, là, l'entreprise Sirius XM. C'est épouvantable. Alors, j'ai 3 véhicules à la maison qui sont dotés de la technologie que je ne veux pas avoir en abonnement parce que je me sers absolument pas de ça. Et il se passe pas une damnée semaine sans que je me fasse pas harceler par cette entreprise-là, à recevoir des lettres, à recevoir des courriels, des téléphones 1-800 qui m'appellent pour me vendre une promotion qui coûte pratiquement plus rien, mais tu me la donnerais que j'en veux pas. Sacrez-moi patience. Je peux même te dire qu'ils sont longs parce que ça fait 10 ans que j'ai ma Subaru, ça fait 10 ans que je ne suis pas chez eux, ça fait 10 ans qu'ils continuent à essayer de me vendre leur abonnement. C'est effrayant. C'est parti pour durer. Mais c'est effrayant à quel point on peut se faire harceler pour ça. Puis évidemment, il y a plein d'autres informations qu'on partage, mais ça, c'est un seul exemple. Puis évidemment, l'impact, est-ce qu'il est dangereux à ce point-là? C'est difficile à dire parce que c'est juste du harcèlement. Ils veulent te vendre un abonnement puis ça s'arrête peut-être là. Mais si l'information a été partagée à ces entreprises-là, à qui d'autre elle a été partagée et j'en suis pas conscient? C'est l'ampleur du problème parce que, justement, on n'a plus le contrôle. Aussitôt qu'on donne de l'information à des marchands, c'est pour ça que je dis il faut questionner. Par la loi, il devrait y avoir une option dans le formulaire qu'on transmet de l'information. Est-ce que j'autorise à passer cette information-là à d'autres personnes ou non? Ouais. Et ça, c'est la responsabilité, justement, des concessionnaires et des marchands d'avertir le consommateur. Mais en même temps, comme consommateur, il faut qu'on le sache et qu'on l'exige. Sans quoi, ça passe justement à droite et ils vont être en mesure, eux autres, de revendre ça. Si, par contre, vous subissez des préjudices comme vous décrivez, ben, il y a le Bureau de la concurrence du Canada qui a un ombudsman en place, qui a des moyens, des mécanismes qui existent. Si c'est trop de courriel, ben c'est des sollicitations par courriel. Il y a la loi anti-spam qui peut vous protéger là-dessus parce que ça vient du courrier électronique non sollicité. Si après coup, c'est des téléphones qui n'arrêtent pas de commercial, ben vous avez toujours la possibilité de mettre votre téléphone à ne pas être sollicité commercialement. Ouais. Donc, par le CRTC, ça existe, ça. Et c'est tous des moyens que, oui, parallèles, il faut aller mettre en place parce que dans mon véhicule, ça fait pourtant 10 ans que je l'ai, mais j'ai jamais été importuné par, justement, Sirius, malgré qu'ils le savent que j'ai un véhicule. Fait que c'est tous des petits moyens en place qu'on peut dire comme consommateur, on ne veut pas se faire tanner par ce genre de publicité-là. Steve, si on se transpose dans le véhicule là, une fois qu'on l'a acquis, parce que moi, j'ai lu assidûment cette étude-là de Privacy Not Included là, de la Fondation Mozilla, que tu as mentionné tantôt. Et puis, on mentionne un peu que bon, tous les constructeurs qui ont été sondés collectent plus de données qu'ils en ont besoin, comme tu as dit, puis aussi qu'une bonne majorité d'entre eux la partagent avec des tiers, des parties tierces. Et puis, une autre bonne majorité de ça la vendent. Donc, puis j'ai lu un peu des extraits de cette étude-là qui parlent de manufacturiers comme Kia, Nissan, etc., et j'en passe, qui collectent des informations regardant, par exemple, l'orientation sexuelle, la religion, la géolocalisation, les opinions politiques, avec non seulement les systèmes d'infodivertissement dans les véhicules, mais également les applications dans les téléphones. Puis la question que je me demande, puis j'invite les auditeurs à aller lire cette étude-là parce que c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire avec cette information-là? Et est-ce que c'est vrai qu'ils la vendent tous ou est-ce qu'ils s'en servent réellement ou ils se donnent le droit de la collecter?
Ils se donnent le droit de la collecter, ils se donnent le droit de la revendre, parce qu'aujourd'hui, en 2024, on est rendu là, je veux dire, l'information est mauditement plus monétisable que l'or, le pétrole ou quoi que ce soit d'autre, parce que on peut faire parler la donnée et on peut l'amener dans toutes sortes de directions. Et à votre question, qu'est-ce qui se passe avec ces données-là perçues? Ben justement, ça fait des profils de clients. Et quand on remet ça à une autre compagnie qui veut acheter et refaire du marchandage, donc de la publicité, ben c'est certain que là, il y a tous les éléments, qu'est-ce qu'il peut faire pour influencer le client, avec quoi il est intéressé, etc. Fait que c'est toutes des données à ce moment-là factuelles, puis ça date pas de Mathusalem, ça date d'hier, ça date de la semaine dernière, et voici dans le contexte, là, il était arrêté, il est en mouvement, voici comment il perçoit tel et tel produit. Je veux dire, c'est fou. Qu'est-ce qu'on peut ressortir comme information par rapport à la personne qui est derrière, soit l'application ou le volant. Et après coup, là, on en a des cas tapants que les microphones dans les véhicules enregistrent les conversations parfois, pour évidemment des raisons d'échantillonnage, n'est-ce pas? Oui. OnStar se fait poigner la main dans le sac, puis d'autres fabricants, d'autres services de même. Et c'est là que ça commence à être un peu freaky, là. Ça devient un peu aussi une habitude, un modèle d'affaires pour les constructeurs, parce que c'est sûr, ça concorde aussi avec les constructeurs qui ont un peu de misère à rentabiliser leurs véhicules électriques, donc sont tentés de développer des nouveaux canaux de revenus, puis ces données-là deviennent un canal de revenus. Il y a aussi le fait que on nous donne toutes sortes de petits goodies comme le démarrage à distance, l'application, voir la température dans le véhicule, la régler, etc. Mais je pense que si l'adage est vrai de dire si c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est un peu ça s'applique à ça. On nous donne toutes sortes de petites affaires, mais en échange, on donne beaucoup de données, là, si je me trompe pas. Via les applications qu'on va mettre sur notre appareil mobile, notamment pour démarrer un véhicule, pour pouvoir pré-tempérer exactement. Ou pour recharger à distance, bref, là, ouais. C'est exact. Et pourquoi avec les applications, c'est très attrayant? Ben parce que c'est rattaché à un identifiant unique, le cellulaire. Le cellulaire, ben il y a un paquet de comptes à l'intérieur qui vient prouver à qui ça appartient. Donc, là, pour ça, j'en reviens qu'on a authenticité des données qui sont perçues. C'est pour ça que je vous dis que ça vaut cher, ça, sur le marché. Quelqu'un qui dit, hey, je peux te garantir, à part le gouvernement, là, qui d'autre peut garantir que c'est la bonne personne qui est derrière ces données-là? Ben, ce sont des produits comme ça, avec l'assistance de la technologie pour le faire. J'aimerais, Steve, que tu nous donnes des exemples d'impact sur un individu de ce partage de données-là. Des mises en situation qui ont fait en sorte que ça a profité aux gens qui ont collecté des données. Aux entreprises. Un individu... c'est certain. Lorsqu'un individu se présente en succursale, peu importe le concessionnaire, puis il y a un mauvais dossier de crédit, ben le concessionnaire, il a déjà son historique de mauvais paiement avant même que lui se présente, puis il va avoir une deuxième chance. Fait que déjà là, l'information qui est partagée, sachant que c'est un mauvais payeur potentiel, il va se faire revirer de bord. Il y en a qui vont dire, on a deux troisième chance de dossier de crédit. Il y en a qui ça existe comme ça, comme service. Ouais. Mais déjà là, ça a amené un impact. Deuxième, l'offre de service. Si les vendeurs du concessionnaire voient la personne arriver, il est capable de mettre la main sur de l'information parce qu'il dit, OK, je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine, là, je vais avoir toutes les précisions. Lui, il fait son enquête à l'interne, puis il est capable d'aller chercher de l'information sur cette personne-là. Wow, là, il est capable de présenter des offres de services propres au portefeuille de cette personne-là. Encore là, il y a une discrimination qui est faite et non pas une vente basée sur les produits, l'offre de produits, en fait, qui est sous la main du vendeur. Basé sur son historique d'achat aussi. Ben, probablement, si elle est disponible. Là, je ne veux pas mettre tout dans le même panier, mais il reste pareil que ce sont des éléments qui, rattachés ensemble, vont faire cette discrimination-là. Donc, comme deuxième cas, c'est pas favorable lorsqu'on est un premier acheteur, puis après coup, ben, on a un troisième qui s'en vient versus qu'est-ce qui se passe sur le marché. Après coup, ben, il y a la fraude, nécessairement, parce que lorsqu'une personne avec une fausse identité se présente au concessionnaire, ben, la facture va à l'adresse de la personne. Fait que c'est là que c'est encore plus malveillant. Et des fois, ça prend pas grand-chose parce que les faussaires ont en main beaucoup d'éléments très factuels, eux autres aussi, lorsqu'ils se présentent. Et ça prend pas grand-chose pour être en mesure, donc, de repartir avec le véhicule. Fait que ça en est des exemples faciles avec lesquels ça peut très bien se faire, malgré que les concessionnaires sont quand même conscients de ces éléments-là. Je veux dire, c'est pas la première fois que ça arrive, mais il reste pareil que le marché, des fois, il faut qu'il atteigne le chiffre de fin de mois, comme on dit. Alors, des fois, ça peut passer à côté. Ben là, on parle de partage d'informations à un concessionnaire ou à des individus chez un concessionnaire qui pourraient, dans certains cas, avoir de mauvaises intentions. Mais le second cas,
qui m'intéresse même peut-être un peu plus, c'est celui de partager de l'information avec le constructeur lui-même qui va jusqu'à te filmer dans ton propre véhicule automobile parce qu'on va mettre des caméras pour regarder où se situent tes yeux, où sont-ils dirigés. Les Tesla qui filment à l'extérieur, à l'intérieur, il y a tellement d'informations qui est partagée au constructeur lui-même. Est-ce que l'automobiliste subit des préjudices sans même s'en rendre compte ou est-ce que c'est de la collecte de données puis dans les faits, il n'y a pas nécessairement d'impact négatif pour le conducteur? Non, il y a des impacts négatifs. Antoine, vous avez absolument raison. Puis ça l'est un bel exemple comme quoi que la technologie a devancé les lois et règlements parce que tous les commissaires à la vie privée, que ce soit le Canadien, celui en province ou peu importe ailleurs dans le monde, en sont dépassés. Fait que là, les fabricants, eux autres, amènent un produit sur le marché. Voici comment ça fonctionne. Nous autres, on fait notre affaire comme ça. Mais la vie privée de la personne dans le véhicule, pourtant qu'il dit qu'avoir payé, c'est un bien qui lui appartient. Mais l'interaction, ça n'est plus la sienne, autrement dit. Fait que oui, sous le couvert d'évolution technologique pour prévenir, exemple, le conducteur qui s'endort ou bien un conducteur à l'état d'ébriété ou sous l'influence d'autres substances, on le voit, les caméras le voient, c'est-à-dire par la réponse du visage, les yeux, etc. Ouais. Ben, c'est là que ça peut... Wow, c'est fantastique côté sécurité. Tout le monde veut ça. Par contre, est-ce que tout le monde est d'accord que n'importe où, n'importe comment, le véhicule va toujours être sous surveillance constante et ça, après coup, qui va interpréter les données qui sont perçues dans n'importe quelle situation? Parce qu'il faut préciser que vous êtes filmé, mais qu'ensuite, tout ce qui est filmé est conservé. Ad vitam aeternam. Conservé, si ce n'est... Oui, analysé, après coup, revendu avec, à ce moment-là, des annotations. C'est là que ça va faire mal. Et je reviens après ça avec les préjudices que peut subir quelqu'un à la suite de cette collecte d'informations. Ben, qui va être le juge et partie pour être capable de faire le discernement là-dedans? C'est quel contexte qui a fait en sorte que la personne était légitime d'agir ou de se promener d'une telle façon avec le véhicule versus l'autre personne? Tu sais, c'est tous des éléments comme ça qui ne sont nullement légiférés, aucunement documentés. Il n'y a pas de ligne directrice. Fait que c'est le Far West là-dedans présent. Et puis, le client qui achète ça à la fin, qu'est-ce que vous venez de dire? C'est un client idéal, c'est une compagnie d'assurance, par exemple. Ou, par exemple, voilà. Oui. Oui, c'est ça. C'est de l'information très payante pour eux. Là. Absolument. Fait que là, quand on parlait de préjudice tantôt, le désavantage du consommateur, c'est quoi? Ben, il se présente à une compagnie d'assurance, puis là, eux autres, après ça, ils t'ont déjà un profil, là, sans même que la personne sache qu'il existe, là, ils t'ont un profil épouvantable sur la personne. Et après coup, et oui, c'est pour les assureurs, c'est certain que ça va aider à faire une prévention contre la fraude, les fausses déclarations et tout. Mais de l'autre côté, comment est-ce que ça vient à ce moment-là faire rendre justice sur comment que la personne est un bon conducteur ou pas? Parce que il y a toutes sortes de variables qui vont être considérées, évidemment, mais l'état des routes et les façons que ça conduit aujourd'hui, c'est pas l'avantage de personne. Puis, si on suit les barèmes actuels, ben, si tout le monde est un mauvais conducteur, ben oui, c'est sûr. J'extrapole. Est-ce que, par exemple, suite à un accident de la route, un corps de police pourrait demander d'avoir accès à ce genre d'informations-là pour voir comment le conducteur a réagi quelques secondes avant l'impact pour finalement arriver à un résultat de culpabilité ou de non-culpabilité pour un conducteur? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? À mon sens, avec les cas que je connais, que je n'ai pas participé avec, mais que je connais, j'ai bien lu, il me semble que oui. Autrement dit, il y a déjà des boîtes noires dans nos voitures depuis longtemps. Et puis oui, mais est-ce que les corps de police y ont accès? C'est ça. Là. En cas d'accident, je pense. Que avec un mandat. Avec un mandat, ça va aller à la saisie de l'information et après coup, ils vont l'interpréter dans leurs enquêtes pour poser des accusations. Là. Bon, est-ce que tout ça est légal? Est-ce que l'automobiliste a juste pas le choix de partager? Et est-ce que c'est légal que toute cette information-là soit partagée à peu près n'importe qui? Oui et non. Parce que les règlements et les lois sont mal écrites présentement pour la protection du renseignement personnel et il y a des échappatoires avec lesquels les fabricants ou peu importe qui perçoit cette information-là peut s'en servir et la revendre et dans cet échappatoire-là, il ne sera pas poursuivi. Fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup quand même comme consommateurs de responsabilité à exiger que ces règlements-là soient raffermis et que surtout que le consommateur en soit avisé quand il y a de l'information qui est, 1, perçue, 2, revendue et que son consentement doit être demandé. Cependant,
quand on regarde des petits caractères dans le bas des contrats, que c'est long à aller, puis on se fait mettre la pression pour signer vite, puis bye, on ferme boutique, c'est souvent là, dans ces petites descriptions-là que c'est mentionné qu'au moment où vous signez, vous reconnaissez que vous laissez les droits d'eux, etc., etc. Fait que c'est pour ça, encore une fois, que je dis que ça revient comme consommateur à notre responsabilité de y voir et poser des questions. Et si vous n'êtes pas d'accord, ben c'est de sortir. Malheureusement, on regarde les offres sur le marché, il y a beaucoup trop d'offres technologiques, j'en conviens. Moi aussi, je vais regarder mon véhicule qui est analogue encore pendant beaucoup d'années, ça va me coûter cher de réparation, mais tant qu'il n'y aura pas d'encadrement plus serré envers la perception technologique, c'est là qu'on a le choix d'aller vers le véhicule usagé qui est moins technologique à ce moment-là. Je me permets de donner un exemple pour citer l'étude là, de Mozilla que tu as mentionné en début d'entrevue, qui donne un petit extrait chez Tesla qu'on menace un peu l'utilisateur avec le fait que si vous refusez de partager vos données, on peut plus avoir les mises à jour infonuagiques, on peut plus avoir les mises à jour techniques sur le véhicule. Et à la fin de ce petit texte-là, ça dit ça se peut que le véhicule soit inopérable si vous refusez de partager vos données. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc, je pense, dans cette étude-là. Puis ça a été ça m'a interpellé beaucoup parce que je me dis, on menace l'utilisateur qui a payé pour son véhicule. C'est du pur chantage. Mais on lui force à partager ses données, puis c'est plus ou moins légal, là, parce que le véhicule, on l'a payé. Mon véhicule, mes données, ça devrait être ça. Là. Voilà, mais qui vient challenger, excusez le terme anglais, qui vient à ce moment-là challenger la loi et demander à ce que, hey, une minute là, comment est-ce que ce fabricant-là peut nous menacer de ne plus que le véhicule opère? Est-ce que Transport Canada en a été saisi? Le Bureau de la concurrence en a été saisi de ces cas-là? Et quelle a été justement la décision? Est-ce qu'on laisse ça aller ou bien vraiment il y a une manière qu'on puisse reprendre ça? Donc, on tombe dans le légal et il y a matière à aller faire une continuité là-dedans dans le dossier. Parce qu'effectivement, si on n'a pas les mises à jour, ça peut avoir un impact important sur la sécurité. Ouais. Donc, il y a quelque chose de très, très malsain là-dedans. Là. On discutait hors d'onde, Steve, il y a aussi des situations assez flagrantes dans le cas de gens qui vont, par exemple, louer des véhicules à court terme. Vous allez chez Avis, chez Budget, chez Enterprise, vous louez un véhicule, vous appareillez votre téléphone mobile, vous remettez le véhicule le lendemain et sans le réaliser, tu viens de partager de l'information parce que tu n'as pas nécessairement désengagé ton téléphone. Il y a une foule d'informations qui sont partagées même si c'est pas ton propre véhicule. Là. Et puis la majorité des gens veut dire pour des bonnes raisons, autrement dit, être capable d'utiliser le véhicule avec la conduite, que le téléphone, on puisse jaser à travers le véhicule. C'est normal que les gens veulent faire cette connexion-là. La majorité aussi des gens, j'ai vu, lorsque je vais louer des véhicules, je regarde toujours qu'est-ce qui est inscrit là-dedans. C'est plus fort que moi. Et on voit que les gens, vraiment, c'est pour faire sortir la musique à travers cette mécanique-là, si ce n'est que de faire jouer les assistants de direction. Ouais. Fait que, oui, là-dessus, il faut vraiment prendre le temps de connaître qu'est-ce qui va être commis. Est-ce que c'est juste l'interaction avec le microphone, Bluetooth, etc., permettant d'interagir juste la voix, ou bien complètement l'interaction du téléphone va être imbriquée avec le véhicule automobile, et à ce moment-là, un peu comme CarPlay, je les produis à pas, puis ça va être vraiment intimement lié, que beaucoup d'informations peuvent être échangées. Fait que c'est là qu'il faut, encore une fois, lire et poser des questions. Malheureusement, ce qui est plate pour les consommateurs, les concessionnaires automobiles ne sont pas des experts là-dedans. Fait qu'eux vont aussi lire les 3-4 premières pages juste pour répondre aux premières questions des acheteurs potentiels ou des acheteurs qui viennent poser des questions. Et ils n'ont pas les réponses techniques. Et c'est là que, encore une fois, il manque beaucoup d'éducation et ça ira pas de ma matin. Tu sais, on parlait tantôt, les fabricants automobiles devraient-ils faire mieux pour les systèmes anti-vol? Ben, déjà là, les fabricants d'automobiles devraient faire mieux pour éduquer les gens dans l'utilisation technologique de leur véhicule, ce qu'ils ne font pas, ce qui mène à ce moment-là à n'importe qui soit loue un véhicule ou même à en acheter un nouveau. Ben, nécessairement, tout l'aspect technologique est laissé au bon soin du consommateur qui a payé à grands frais son véhicule, qui ne contrôle rien, mais que tout lui est demandé. Je vais vous donner un exemple en terminant qui a quand même été assez cocasse et que j'ai vécu, pas personnellement, mais une personne de mon entourage a magasiné un véhicule tout récemment. S'est retrouvé chez un concessionnaire General Motors, regardait pour acheter un Equinox d'occasion. Et essentiellement, ce que le concessionnaire mentionnait, c'est qu'on avait vendu ce véhicule-là à l'état neuf, qu'on l'avait repris l'année suivante. Le véhicule avait 1 an d'âge. On est allé dans le menu
du véhicule. On s'est rendu compte qu'il y avait 6 ou 7 téléphones d'appareillés dans le véhicule. Alors, il y a eu un propriétaire, mais il y a 6 ou 7 téléphones qui sont appareillés. Prends les noms de ces téléphones-là, va sur Facebook, contacte les gens qui ont appareillé leur téléphone pour finalement réaliser que c'est un ancien véhicule de location court terme et que finalement, c'est pas le concessionnaire qui l'avait vendu et donc le véhicule est resté là puis le dealer ne l'a pas vendu. Mais tu sais, on ne l'a pas effacé cette information-là quand on l'a mis sur le lot de véhicules d'occasion. Là. L'autre bon exemple, c'est qu'il y avait le gars de New York qui était capable de démarrer son Cadillac Escalade qui était rendu en Oregon et vendu en Oregon. Si je me trompe pas, je me trompe peut-être dans les États, mais était à travers les États-Unis. Il a été capable de démarrer son véhicule. C'était une faille là, dans les données. Et c'était plus son véhicule, il avait été vendu. Il avait été vendu? Ben ouais. Alors, c'est sûr. Chez le concessionnaire, par exemple, son dossier était entier, relié le véhicule avec l'ancien propriétaire. Et c'est là qu'encore une fois, on ramène ça au concessionnaire automobile versus le fabricant qui ne font pas ce désengagement-là. Puis c'est important là, parce que quand même, la personne passe à côté de son ancien véhicule, peut le faire débarrer. Ben oui, j'ai mon compte déconnecté avec. Fait que ça, c'est pas trop fiable. Steve, merci de nous avoir rassurés énormément. On va bien dormir ce soir. La situation actuelle. Fort intéressant. La raison pour laquelle j'ai une Volkswagen Rabbit 1983 à boîte manuelle, c'est pour ça. C'est le flip phone des véhicules. Exactement. Voilà, très bien dit ça. Merci beaucoup, Steve, d'avoir pris le temps. Merci, Steve. Bye-bye. À la prochaine. Salut. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Louis-Philippe t'a conduit la semaine dernière ce que j'appelle le Lexusux. Mais on va d'abord parler... ça sonne très bien en anglais. On va en parler. Mais on va parler d'abord de l'Ioniq 5N que j'ai pu conduire cette semaine. Alors, pour les non-initiés, l'Ioniq 5N, c'est une Hyundai Ioniq 5 survitaminée. Et c'est assurément la voiture électrique de performance qui simule le mieux les sensations d'une voiture à essence. On a tout développé avec cette voiture-là pour avoir des sensations jusqu'à avoir ce qu'on appelle un rev limiter. Donc, comme un cut-off. Un cut-off. Tu appuies, le véhicule est au neutre, tu appuies sur l'accélérateur à fond et tu vas entendre à 8000 tours minute alors qu'il n'y a pas de moteur là-dedans. Il y a des sonorités mécaniques qui sont vraiment... des pertes de transmission. Puis on se dit, puis tu sens les passages de transmission, tu sens les coups qui sont donnés par le véhicule. Il n'y a pas de transmission, donc tu sais, bon. Mais c'est vraiment, vraiment bien fait. Et même si tu peux trouver ça stupide ou futile à première vue, ben tu sais quoi? Le fait d'avoir une sonorité mécanique, ça te permet de faire un peu plus corps avec le véhicule et de mieux comprendre comment il va se comporter. Ça demeure un véhicule de 2200 kilos, donc c'est sûr que tu n'as pas les sensations d'une sportive agile et légère, mais les prouesses que ce véhicule-là est capable de faire, c'est franchement exceptionnel. Tu peux mettre ça en mode propulsé, faire de la drift avec ça, casser le véhicule sur un circuit. Il y a différents modes de conduite. D'ailleurs, il y a peut-être un peu trop de fonctions pour paramétrer le véhicule parce qu'entre les 4 boutons qu'il y a sur le volant et tous les menus qu'il y a dans l'écran central, tu t'y perds un peu. Mais c'est vraiment une machine de performance. Et la première fois que j'ai vu le prix de l'Ioniq 5N qui dépasse les 80 000 $ avec les frais de transport préparation, j'ai fait, mais ils sont malades, une Ioniq 5N à 80 000. Puis là, tu vois hier... Non, mais en fait, j'ai pas encore trouvé de véhicule qui offre un meilleur rapport prix-performance que ça. Il n'y a aucun véhicule de 80 000 $ qui va accélérer aussi rapidement, qui va te donner un tel niveau de puissance, qui va être aussi tout véhicule confondu, rapide et agile sur un circuit. Parce que prendre BMW M2, c'est moins rapide, c'est plus amusant à conduire, là, on s'entend, là. C'est sûr qu'un véhicule électrique de 2200 kg, tu sens le poids. Moi, ça me donne des hauts le cœur épouvantables parce que les transferts de masse sont incroyables. Et si tu c'est réel, ça. Ça n'a pas de sens. Ça s'appelle la physique, il n'y a pas de miracle. Et moi, je suis incapable. Une Taycan Turbo S sur un circuit, je ne suis pas capable. 2 tours, j'ai envie de vomir. Et c'est parce que la voiture est trop bonne. Mais c'est tellement lourd, ton corps ne suit pas. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ça. Puis c'est un peu la même chose avec l'Ioniq 5N pour le tiers du prix. T'sais, alors, parce qu'une Taycan Turbo S, c'est quoi? 230, 240, 250?
pas d'option, fait qu'à un moment donné. Mais cette Ioniq-là, non seulement elle simule mieux que n'importe quel autre véhicule les sensations d'un véhicule à essence, mais elle t'offre un niveau de performance, écoute, c'est 641 chevaux. Le départ canon se fait en 3,4 secondes avec une Ioniq 5N. Puis rajoute à ça le fait que c'est un véhicule que tu peux utiliser à tous les jours. C'est un format de véhicule. C'est habitable, avec un grand coffre. Puis moi, la seule question que je me suis posée à la fin de mon essai, mais pourquoi Hyundai n'a pas fait une Ioniq 6N? Oui, parce que... Peut-être que ça s'en vient. Oui, parce Berlin, que là, je me dis, une Ioniq 6 en moyenne par rapport à une Ioniq 5, c'est une 50aine de kilos en moins. C'est un coefficient aérodynamique nettement supérieur. C'est un centre de gravité plus bas. Ça peut juste être meilleur en conduite. L'empattement, bon, il est quand même assez long, là, mais ça peut juste être meilleur en conduite. Et au final, j'ai réalisé que le seul truc qui manquait peut-être à l'Ioniq 5N pour en faire une véritable machine de performance encore plus agile qu'elle est là, c'est les 4 roues directionnelles. Mais ça, on sait qu'ils y travaillent. Ça tourne pas sur un dissous, le cercle de braquage est gigantesque. L'empattement est très, très grand là, sur la Ioniq 5. Je me permets de te dire en terminant que des P0 de taille 275-35 ZR21 sous un véhicule de 2200 kg conçu pour la performance, ça va fondre comme neige au soleil et ça va coûter des bidous à remplacer. Anti-pépère. Toi, de ton côté, le Lexus UX 2025, un véhicule quand même anodin, beaucoup moins le fun à conduire que la Ioniq 5N. J'en conviens. No kidding. Un véhicule qui a eu quelques modifications rapidement là, pour 2025, un peu plus de puissance. Il y a eu un nouveau moteur en arrière électrique. Il y a ce véhicule-là, une motorisation hybride évidemment, a passé du nombre de 250H à 300H. On a 196 chevaux, c'est loin du 600 quelques chevaux de la Ioniq 5, j'en conviens aussi. Par contre, un véhicule que j'ai trouvé qu'il y a une amélioration clé qui s'est faite en 2025, puis ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas nécessairement, c'est qu'en 2020 et jusqu'à 2024, ce véhicule hybride-là était à rouage intégral, seulement jusqu'à 70 km/h. Ouais. Après 70 km/h, on désactivait le moteur en arrière parce que c'est un très petit moteur. Et maintenant, pour 2025, ce moteur-là a pris du gabarit et puis peut fonctionner à toutes les vitesses là, selon Toyota. Puis là, c'est quelque chose qui est intéressant au Québec parce que moi, je trouvais que le véhicule, à 70 km/h, par exemple, sur l'autoroute, si on doit faire des manœuvres, etc., dans la neige qui est quand même assez pesante, assez épaisse, ça devenait un problème pour un petit véhicule comme ça. Donc, le UX, très compact, un peu plus performant cette année, mais un peu plus adapté, je pense, à la vie au Québec en hiver. Et consomme la même chose qu'avant? Sensiblement. Je n'ai pas regardé les codes de consommation, mais c'est sensiblement la même chose. Très quand même frugal là, comme véhicule. Ouais, ça roule à 5 litres et des poussières. C'est ça. Puis un véhicule que j'ai quand même trouvé sur la route, mettons une route de campagne là, qui était au-dessus de 70 km/h, plus agréable à conduire. Je me suis étonné quand même de trouver ça parce que c'est un véhicule originalement qui était quand même banal là, sur cet aspect-là. Écoute, là... C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant au niveau conduite. Mais je pense qu'on s'est amélioré pour 2025. C'est le niveau de confort dans le format compact que je trouve intéressant. Esthétiquement, là, c'est une matière de goût. Moi, il est là. Bon. Je vais pas le dire parce que c'est. Je la trouve, je la regarde, oh mon Dieu, que c'est difficile à avaler. Surtout la couleur qu'on l'avait, c'est comme un copper. Ça a l'air d'une scène toute propre, là, d'un sou, là, il y a comme une espèce de cuivre. Ça, pour la jeune génération, là, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu. C'est noir. Mais quand même intéressant techniquement, puis bien équipé, là, un véhicule pour ce prix-là. C'est 50-ish des poussières. Commence à 43 600. OK, pas d'option. C'est ça, pas d'option, mais il est bien équipé. Tu as beaucoup d'ensemble là, comme F-Sport, c'est un petit step-up par rapport à une Prius, par exemple. Ou même un format peut-être un petit peu plus compact. Parce que dans les faits, l'ancêtre équivalent chez Toyota de ce véhicule-là, mais qu'on n'a pas eu chez nous au Canada, c'était le Toyota, je cherche son nom, là, il le vendait avec une couleur de pâte à dents Aquafresh, là. Le CHR, pardon. Ah oui, Toyota CHR, mais qui a été commercialisé en Europe en version hybride avec 4 roues motrices. Oui, ça, c'était la même base que le Lexus UX. Mais là, ce véhicule-là est disparu. On a la Corolla Cross maintenant en version hybride. Et on peut ainsi dire que l'équivalent chez Lexus avec un habitacle beaucoup plus feutré, insonorisé, confortable, c'est le Lexus UX. Yes. Merci tout le monde d'avoir été là. À très bientôt. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine.
Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.